Bonjour Vincent. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir faire cette interview aujourd'hui avec toi sur la sagesse de ces beaux arbres qui nous entourent, sur ces forêts. On réalise pas trop, la plupart d'entre nous malheureusement. Toi, tu as baigné dedans, on va dire, t'étais forestier à l'époque, quand tu avais 20 ans, ça fait plus de 30 ans que tu explores maintenant cette relation que nous avons aux arbres et que tu reçois leurs enseignements et que tu le transmets dans tes livres, dont les 12 sagesses des arbres. Et un autre qui sort en fin d'année encore avec les éditions Le Duc, donc tu es pas possédé par ça, mais on sent que tu baignes dedans, que tu souhaites transmettre cette sagesse et que ça peut nous aider, nous-mêmes dans notre vie, finalement, à aller puiser de nouvelles ressources, là aussi. En se connectant avec les arbres, finalement, on accède à quelque chose de plus grand en nous. Comment tu les vois? Quelle est ta vision d'un arbre, en fait? Mais en Des fait, arbres. tu dis 30 ans, pour moi c'est presque 50 ans, c'est-à-dire presque mon âge, parce que j'ai grandi dans les forêts lorraines et que petit garçon, j'étais juste heureux dans les forêts, avec ma solitude et aussi avec des copains. Donc ça vient de là, ça se connecte en fait, les arbres, ils nous ramènent peut-être à la joie de l'enfant intérieur, quelque Ouais. part. Et rien que ça, c'est un bénéfice absolument. On a tous une histoire avec un arbre de son enfance. Toutes les personnes me disent: ah oui, 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 j'ai un souvenir. Donc pour moi, c'est ça, c'est se connecter à la joie de l'enfant intérieur. Ou à l'arbre thérapeute qui nous a protégés quand on avait quelques tristesses d'enfance aussi. Ouais, parce on a peut-être fait des cabanes dans les arbres et Oui, des cabanes dans les arbres où on s'est senti protégé par un arbre sous un chêne robuste quand on se sentait tout petit, que les adultes comprenaient pas ce qu'on était. C'était mon cas quelquefois. Donc j'allais voir moi c'était les Hêtres en Lorraine. Et vraiment, je me sentais protégé et je me sentais à la fois bien avec ma solitude, petit garçon, et à la fois connecté à tous les arbres du monde et à tous les êtres du monde. J'avais cette espèce de relation hein, à la fois avec grand frère un peu. grand frère et qui me connecte au monde d'une certaine manière. Ouais. Et par où commencer? Parce que toi, tu as connu un burn-out qui t'a amené, après avoir vécu plein de métiers différents, hein. Tu as été prof de chant, ténor à l'opéra, donc tu as utilisé ta voix également après avoir été forestier. Enfin, on sent que tu as goûté à beaucoup, beaucoup de choses. Mais à un moment, ce burn-out t'a ramené à la nature. Parce que là, tu t'es dit, là c'est le moment de me ressourcer réellement, de faire un beau reset. De, Oui, hein. Qu'est-ce oui, qui s'est oui. passé à ce moment-là? Ben, c'était un burn-out, c'est très simple. J'étais ténor international, je chantais en Allemagne, au Canada, en Chine, etc. Et il y a un surmenage qui est venu, c'est une vie un peu stressante aussi, hein, de chanter les premiers rôles, c'est une vie de pression, c'est une vie magnifique, de belle reconnaissance, mais la pression, en plus je ne savais pas dire non, plus la mort de mes deux parents, ça fait un bon cocktail Hmm. waouh, j'en peux plus, je perds ma voix, en pleine carrière. Je devais chanter à l'Opéra de Vienne, puis l'Opéra de Lyon, juste après, c'était l'étape suivante. Donc Ouais. c'est le moment où ça décollait à fond, et tac, ça s'arrête à ce moment-là. Et vraiment à l'époque, je voulais mourir, j'étais tellement identifié au ténor, j'étais collé à ça, j'existais à travers ça, que vraiment je mourais avec. Mais j'ai vu que par la suite, c'était un immense cadeau parce qu'il y a eu une chute de 2 années. Vraiment, je me suis retrouvé au minima sociaux, de ténor international au minima sociaux. Et là, avant de me retrouver dans la rue, je me suis dit, mais elle était où ma joie de vivre et mes joies d'enfance? Et j'ai vraiment entendu à ce moment le petit Vincent avec sa petite voix fluette qui m'a dit, mais loup, forêt, amérindien, Québec. J'ai tapé ça sur Google et là, premier site amérindien, Antoine, venez vous ressourcer au nord de Québec, près de la rivière Jacques-Cartier. Il me restait 1000 euros, 1500 euros. Je prends le premier vol pour le Canada. Je pensais rester une semaine. Je suis resté 4 mois en forêt, au Québec, accompagné par ce chef indien, Régent Sioui. Et c'était le début vraiment d'un grand cadeau de vie, une rencontre plus profonde avec moi-même et l'instant présent, etc. Donc tu as eu une nuit noire de l'âme pour en arriver Oui, là, parce que souvent les gens décrivent qu'il y a quand même quelque chose d'assez énorme qui se passe avant cette ouverture. oui, un grand cataclysme, vraiment l'impression de tout perdre qui nous tient à cœur, des personnes les plus chères, la voix, etc. Ouais. Et c'est vraiment ce trou, vraiment cette chute, j'étais cassé, qui a voilà, laissé émerger C'est ce que je dis toujours maintenant quand j'emmène des gens dans la forêt, c'est quand vous rencontrez peut-être votre plus grande fragilité, que vous pouvez rencontrer votre plus grande force, votre plus grand épanouissement. Ouais. Et vraiment, ça s'est passé pour moi et c'était le début d'une autre vie, avec une plus grande intimité avec qui je suis vraiment, Ouais. la notion d'être plutôt que la notion de je fais, Ouais. je. Et c'est que là, les arbres, d'un seul coup, se sont présentés comme des maîtres pour toi, on peut dire. Enfin, tu as reconnecté immédiatement. Quelle était cette connexion? Comment ça s'est passé?
Oui, Lilou, mais ça a pris un certain temps, hein. J'étais déconnecté, malgré le fait que j'étais forestier. Dans le monde de l'opéra, j'avais un peu quitté ça. Et ce chef indien, il m'a vraiment dit, Vincent, t'es pas vivant. Viens-t'en dans l'instant présent. Vivant, t'es que dans les projections du futur et puis les regrets du passé. Tu vas redevenir un grand ténor, là. C'est bon. Et Avec viens-t'en l'absolu. là, dans le vivant, tu sais. Puis il avait raison, mais c'était une claque dans la figure, encore une fois, je n'étais pas vivant. Donc viens, tous les jours, tu vas dans le bois, tu sais, avec une chienne louve, à moitié louve, et j'ai passé un temps fou en forêt. Il m'a fait des breuvages à base de racines, d'écorce, de thé du Labrador. Je crois, Lilou, tu connais bien le Québec aussi, hein. J'adore. Ces sensations, les effluves des épinettes autour de la rivière Jacques-Cartier, c'était se sentir vivant par les cinq sens, puis par la respiration et par l'instant présent. Parce que les arbres, pour moi, sont des maîtres en instant présent. Et c'est inscrit dans leurs fibres, dans leur constitution. Je l'ai Ouais. compris plus tard aussi, ça. Et oui, 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 parce que comme tu dis, ils ont leur évolution eux aussi, et ils survivent, et ils passent des saisons, et ils ont plusieurs étapes dans leur vie qui fait que c'est... Si on se connecte à ça, on peut recevoir énormément de sagesse de leur part, et ils peuvent nous aider. Ils sont super inspirants dans tous les domaines. Déjà, ils acceptent quelque part de mourir chaque année. Ils perdent, en tout cas pour les feuillus, la plupart, ils perdent leurs feuilles. Ils font le bilan chaque année et donc ils repartent quasiment vierges chaque année. Nous, ben, des fois, on s'accroche à des choses pendant 30 ans, 20 ans, etc. Voilà, les arbres, non, ils s'alourdissent jamais. Ce qui a été fait dans l'année, voilà, c'est remercié, ça retourne à la terre, ça meurt, pour tous les ans une nouvelle renaissance. Ça, c'est déjà une magnifique leçon de vie. Et puis, des résiliences absolument extraordinaires. Des arbres peuvent être abattus complètement, et ils vont repartir des petits bourgeons de là où se trouve le vivant, dans le cambium, le cerne de l'année. Ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiges, et ils vont repartir dans la diversité. Ils ne seront plus jamais le beau trop qu'ils étaient, mais ils vont devenir voilà, la pluralité. Tous les forestiers savent qu'en plus, les rejets, ce qu'on appelle les rejets, ont une croissance 2 fois plus forte. Donc c'est comme une deuxième jeunesse. C'est sûr que c'est le deuil du tronc qu'on est, accepter l'inconnu et la diversité. Les arbres, certains arbres le font, pas tous d'ailleurs. Ouais, alors il y a un processus quand même pour se reconnecter. Tu nous indiques pas mal d'exercices et de façons parce qu'on on sait pas trop. On entend, bah, on embrasse l'arbre. D'autres disent, bah, il faut bien leur demander la permission. Quel est le processus pour pouvoir bénéficier, se connecter réellement à l'arbre et recevoir tout ça? Pour moi, c'est très simple, hein. Comment dire? Ça peut se faire en 10 secondes. C'est arriver vers un arbre, sentir si c'est oui ou non. Certains demandent la permission. Pour moi, c'est plus, tiens, je sens dans mon cœur, bah, je suis attiré par cet arbre et il y a un grand oui. Et d'autres, non, c'est un non. C'est pas le moment, dans cet instant en tout cas. C'est plus ça. Ensuite, deuxième, on arrive en position d'échange. Et pas, je viens te prendre ton C'est ça. énergie parce que j'en ai besoin et je viens te prendre. Non, je viens t'offrir un peu d'eau d'abord, ou je prends symboliquement une feuille morte, je la mets au pied de toi. Les Amérindiens arrivent avec un peu de tabac symboliquement. Et donc, on se met en relation d'échange avec un autre vivant. Ça change tout déjà, rien que pour nous-mêmes. Hmm. Après, l'arbre le ressent ou pas, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est déjà, voilà, c'est ce respect-là. Ensuite, c'est le rencontrer quand il y a ces étapes-là, ben, tel qu'on le ressent. Si on a besoin d'un gros hug, vraiment avec un gros arbre, ben voilà, allons-y. Si on a besoin de colonne vertébrale, parce qu'on a un peu, on n'a pas de verticalité dans ce jour-là, allez, je viens me coller avec mon dos, ressentir une double colonne vertébrale. Si on a les pensées qui tournent à fond les manettes, bien, je vais poser mon front, ma joue, voilà, mettre mon chakra couronne le plus haut en me couchant sur le sol et je viens contacter l'arbre de cette manière. C'est vraiment comme on le ressent dans le besoin de l'instant. Et avec le même arbre, ça ne sera pas forcément le même besoin, suivant l'instant, la journée, etc. Il peut y avoir un arbre, une partie de cet arbre-là qui nous attire, et c'est là où il y a quelque chose qui commence à, peut-être un message qui commence à passer, qu'on peut Oui, interpréter. Là aussi, c'est des interprétations après. ces interprétations, moi je dirais plutôt, Lilou, des ressentis profonds. Donc interprétation, il y a un côté mental pour moi, c'est plus au contraire, qu'est-ce que je ressens maintenant? Tout d'un coup, tiens, il y a une émotion qui monte. Alors ça peut être juste, c'est de la joie parce que je me reconnecte justement à un moment que j'ai connu dans mon enfance, ou ça peut être tout d'un coup, ah, là je sens qu'il y a une émotion bah, d'une blessure qui apparaît. Et là, comme je suis en relation avec l'arbre, avec l'instant présent, je suis en relation avec un espace suffisant, capable d'accueillir l'émotion. Et donc de la laisser se vivre et de la laisser peut-être se transformer, transmuter, alchimiser et se libérer. Là, l'arbre, il offre cet espace-là aussi, parce qu'il nous aide à nous connecter dans l'instant présent, dans toute notre présence en fait. Ouais. Donc c'est passer le temps qu'on souhaite. On peut se faire des bains de forêt, je veux dire, à un moment.
Il y a aussi il y a un arbre qui peut nous attirer, mais on peut être dans un groupe d'arbres. On a l'impression des fois qu'il y a des groupes d'arbres, et puis il y a des maîtres des lieux, puis il y a des arbres plus importants. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, je veux dire, au niveau des arbres, ou on peut se connecter à tous les arbres d'un seul coup? Il faut vraiment choisir un? Mais pour moi, c'est vraiment, encore une fois, son ressenti de l'instant. Mais c'est vrai qu'on peut se connecter à toute la forêt, et même aux arbres du monde entier. On le sait, maintenant, ils sont tous reliés par les racines. Il y a vraiment ce lien concret, physique, chimique, et puis énergétique peut-être, voilà, si on va dans ces zones-là. Donc, soit on a besoin de l'intimité avec ça, un arbre, et peut-être un tout petit, juste pour rencontrer une espèce de sa fragilité, et même avoir envie de le protéger, même l'arbre, et de rencontrer cette humilité quelque part. Soit on va chercher un chêne immense, solitaire, soit une forêt de chênes, la puissante, qui va plus haut qu'un chêne solitaire, parce qu'ensemble, les arbres vont plus haut. Ils vont chercher la lumière ensemble, voilà. Donc les troncs vont pas être les mêmes qu'un chêne solitaire au milieu d'un champ. Ça va vraiment dépendre de ce dont on a besoin, d'une énergie collective, justement, d'aller plus haut ensemble, ou un grand patriarche solitaire sous lequel on va se blottir. C'est vraiment son besoin de l'instant, cette écoute-là. Des fois, on n'ose pas trop. Je me rappelle d'un voyage récent en Californie, dans des parcs de séquoias. Et il y avait ces séquoias qui étaient en arc de cercle. Et à l'intérieur, c'était comme trop intime ou intrusif presque d'aller au centre d'eux. Est-ce qu'il y a des arbres qui ne veulent pas déranger, ou des situations comme ça à éviter, ou vraiment toujours écouter son ressenti, je suppose, mais est-ce qu'il y a des situations comme ça et qu'il faut quand même prendre en compte, et même énergétiquement? Complètement, mais vraiment, encore, tu as raison, c'est ressenti. Tout d'un coup, là, je ne me sens pas bien, même en présence de cet arbre. Il y a des arbres, vraiment, ça ne le fait pas. Il y a des arbres très impressionnants, des arbres très anciens, qui potentiellement ils ont une telle profondeur qu'ils vont nous amener tout de suite à une profondeur immense en soi. Si on n'a pas fait un certain chemin à la rencontre de soi, ça peut être trop d'un coup, une émotion trop forte d'un coup, une blessure trop vieille et importante qui vient de loin. Et il y a peut-être des étapes à ce moment-là, et c'est trop confrontant. C'est vraiment bien écouter ça aussi. C'est pas prêt avec cet arbre dans ce moment. Par contre, si un jour c'est prêt, voilà, aller voir les grands anciens pour aller rencontrer ces profondeurs-là, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent nous apporter, nous libérer de choses vraiment très vieilles. Dans cette partie du monde, et je pense à Sedona entre autres, il y a des arbres qui tournent dans un autre sens, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont retournés comme ça, et on dit qu'il y a des vortex négatifs à certains endroits, et c'est moins des endroits sur lesquels il faut rester. Donc je suppose qu'il y a quand même une lecture un peu à un moment énergétique ou ligne tellurique ou autre de la Terre qui fait qu'à certains endroits c'est plus ou moins bien de s'y ressourcer aussi, ou tous les endroits finalement là encore sont ok. Non, tu as raison, il y a des endroits qui sont plus ou moins chargés, hein, c'est clair, d'ailleurs comme des pierres vivantes, hein, pour les Amérindiens, enfin voilà, les pierres sont vivantes aussi, les arbres aussi, ils sont plus ou moins chargés, mais comment dire, je crois ils nous offrent toujours ce dont on a besoin. Ouais. Et même si c'est des choses pas agréables à certains moments, d'ailleurs. Et donc, si on est attiré par des arbres un peu chargés, notamment moi je suis de l'Est de la France, bah, les forêts, ils ont encore quelques charges à certains endroits, et concrètement, avec des balles qui sont dans les troncs, etc. Il y a encore des énergies comme ça, même si beaucoup d'endroits sont transformés. Mais il peut rester des mémoires. Ben, si nous, on est en résonance avec ces mémoires et qu'on doit regarder des choses en nous qui sont en relation avec ce type de mémoire, ben, ce sera peut-être la bonne forêt quand même si on passera un moment confrontant, on va dire, dans un premier temps. Oui, parce que toi, tu as été attiré en premier avec le Québec, donc là aussi, quand même, une nature qui est hyper puissante. Oui, C'est pas un hasard, là non plus, que tu étais attiré en premier par le Québec. oui, c'est pas un hasard du tout. C'est une nature qui a quelque chose de plus vierge, quelque part, qui a connu moins de guerres. Moi, comme je te dis, je suis de l'Est de la France. Partout où j'allais en forêt, aux champignons, on tombe sur un obus, sur quelque chose. Au Québec, il y a beaucoup moins ça, même s'il y a eu des guerres, il y a eu mais voilà, ça respire, on se sent vraiment dans une forêt, une forme de virginité. Ça, c'est très clair. Et il y a quelque chose de plus puissant aussi dans les arbres. Même quand je suis arrivé chez Régent Sioui, là, à Tson-on-Toine, la première fois, mais c'était en plein hiver, là, il y avait de la neige, là, tu sais, puis il faisait -15. Puis malgré tout, les résineux, les épinettes et les sapins, les effluves étaient comme des effluves de chez nous au printemps et en été. En plein hiver, le vivant était décuplé quelque part. Rien que ça, se sentir vivant, l'Amérique du Nord a quelque chose de très puissant par rapport à ça, de manière générale. Je crois que tu connais aussi assez bien ça. Il y a vraiment une énergie assez vierge. C'est là qu'on rencontre Plus les arbres. jeune peut-être, moins de mémoire, ouais.
Moi, de mémoire, les arbres les plus incroyables au monde. C'est en Amérique que tu as les arbres les plus vieux au monde. Les souches qui ont 80 000 ans quand même. L'être vivant qui a 80 000 ans. Des peupliers tremblent dans l'Utah. Voilà. C'est des rejets, hein. C'est une souche qui rejette depuis 80 000 ans. Mais la souche à 80, c'est incroyable. Ouais. Et puis les Douglas, qui ont été répertoriés à 125 mètres de hauteur. Plus haut que les séquoias. Hein. Le plus grand arbre, en fait, il n'existe plus, il est tombé. Et c'est un Douglas qui est 125 mètres. C'est presque la cathédrale de Strasbourg. Un être vivant. Donc c'est des forces et des puissances de vie en Amérique. Sans doute que je suis allé chercher ça d'une certaine manière. Ça me rappelle Bigfoot aux États-Unis et cette légende de ces forces, ces puissances. On ressent des présences dans les. Tu ressens ces présences aussi, des mémoires, des choses comme ça qui sont là. Il y a les légendes, il y a plein de choses qui se passent autour d'un feu de bois qu'on peut faire ou simplement d'être en marchant et au contact justement de ces arbres. Oui, complètement, oui. Et encore quelque chose de mystique, on pourrait dire même. Il y a quelque chose de mystique. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les arbres, c'est qu'ils nous connectent à la métaphysique, mais à travers la matière. C'est ça que je suis allé chercher d'ailleurs chez les Amérindiens. Le divin chez eux, chez Régent, c'est le grand tout. Mais c'est quoi? C'est le vivant qui s'incarne dans la matière. Pour eux, c'est ça le divin. Et moi, ça me parlait, parce que j'ai fait plein de retraites aussi dans ce burn-out, dans des monastères. Mais ça restait plus dans le domaine de l'esprit. Et c'est OK, mais pour moi, j'avais besoin de venir dans le vivant, dans ma matière, quelque part, le lumineux dans ma matière. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Et les arbres permettent ça. C'est vraiment le divin, le vivant qui s'incarne dans la matière et qui nous raconte que le jus de la vie, c'est l'instant présent. C'est le cerne de l'année. C'est vraiment ce qui est sous l'écorce. Et tout le reste est mort. Si tu regardes un tronc, Lilou, 95% d'un arbre, c'est mort. C'est le passé. Les cernes des années précédentes, mais qui sont morts. Il n'y a pas de sève dans le cœur d'un arbre. C'est vraiment que dans 5%, même pas. Et il nous raconte l'arbre que le jus de la vie, c'est ce cerne de l'année, c'est l'instant présent. Et c'est dans sa matière. Et là, on touche à ces choses mystiques, mais parce que c'est et la biologie, on fait se rejoindre la matière et le divin. Ça me plaît beaucoup. C'est pas ésotérique, parce que là, ça passe par la croyance ou des ressentis que certains n'ont pas. L'arbre, il nous raconte vraiment ça, là, concrètement dans sa matière. Tu as eu des moments comme ça, d'expériences un peu mystiques, ou des informations, ou des longues conversations, des choses où tu as perdu notion du temps, de l'espace, et waouh, on va pas comparer ça à une expérience de mort imminente, mais quelque chose où tu as eu contact avec quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, et t'étais plus sur Terre, en fait. Et en même temps, tellement sur Terre. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, ben écoute, au bout de ces 4 mois avec Régent Sioui, il y a eu un rituel de quête de vision. Ah, bien. Le jeûne de 4 jours, total. Pas de boisson, pas de nourriture. Et on dort dans la forêt, dans une petite hutte que je mets. Voilà. Il y a des loups, des ours autour. Hein. Tu connais le parc de Jacques-Cartier. Ah ouais. Et c'est fascinant de voir, c'était au bout de mon séjour, les 2 premiers jours, c'était les jours des peurs. C'est-à-dire que ma tête tournait, mais j'avais juste peur de manquer, mais je manquais de rien. Mais j'avais des vertiges. Passé ces 2 jours, il y a quelque chose qui s'affaiblit, mais il y a tout à coup l'espace de l'être qui apparaît. Et le moindre mouvement, tu vois, de bras, c'était juste, je suis vivant et je le sens de partout jusqu'à la moelle de mes os. Et juste la joie et la paix d'être, c'était ça. Et c'est ça que j'ai envie de partager maintenant, là, en concentré dans les randos lyriques, dans la sylvothérapie, dans la nouvelle association que je viens de créer. C'est ça, un concentré d'instant présent où là, on se rend compte qu'on est autre chose que ce qu'on croyait être, avec nos petits identifiants et nos rôles ici, société. Donc dans cette quête de vision, quand on parle de quête de vision, on parle de ce qu'on est venu, enfin de choses importantes qu'on est venu peut-être incarner sur Terre et transmettre. Donc toi, clairement, cette vision de partager maintenant avec nous, d'emmener des gens dans les forêts, peut-être même d'emmener des personnes faire des quêtes de vision, tout ça, c'est venu de là. Il y a eu un déclic, il y a eu une ouverture à un moment. Comment ça s'est passé, cette information? Comment tu l'as reçue? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la communication. Comprendre comment ça vient, cette information, et comment c'est venu à toi au travers des arbres ou de la nature ou de l'univers. Mais écoute, moi, c'était un tel bien-être, une telle révélation pour moi, cette connexion avec l'être, à travers le vivant dans la matière, que j'ai eu envie de le partager. Et du coup, ma voix a été décuplée sans aucun effort dans la nature, ah, oui. C'était aussi le baromètre. Ma voix, c'est mon baromètre. Voilà, elle est bloquée. Il y a quelque chose à regarder, etc. Là, la voix était pleinement ouverte, alors que je n'avais pas mangé depuis 4 jours. Avant, je croyais qu'avant de rentrer en scène, il fallait que je mange des pâtes et que je me gave pour pouvoir avoir de l'énergie.
là, je découvre que tout ça, c'était des croyances et que l'énergie, elle est là au fond de soi, même en état de faiblesse quelque part, apparente. Et donc voilà, ça, c'est des révélations que j'ai tellement eu envie de partager. C'était en 2006, hein, ça fait 14 ans maintenant. Et l'idée, c'était vraiment, waouh, c'est absolument incroyable, je dois partager ce que je viens de rencontrer au fond de moi. Et voilà. Je crois que les randos lyriques sont nés en 2010. Ça a pris encore un peu de chemin. Je suis reparti chanter sur les scènes, j'avais encore le goût de ça. Mais petit à petit, je sentais qu'il y avait vraiment, j'allais rassembler me rassembler et toutes les passions de ma vie et les partager. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Pour moi, c'est une joie absolument incroyable. Bah, quelle grande scène! Oui. Là, tu peux pas rêver mieux. Là, et la voix se déploie et je me sens bien plus puissant que sur la scène. La scène, on est coupé du vivant quelque part. La lumière est artificielle. Là, dans la forêt. En plus, les troncs, acoustiquement, ils renvoient à la voix. C'est très valorisant pour tout le monde, tu vois. C'est incroyable. Et c'est libre. C'est de la liberté. Tu ressens des fois que dans ces moments de chant, tu transmets quelque chose par la vibration de ta voix? Ben, je le fais consciemment maintenant. C'est-à-dire, maintenant, quand je chante, ça n'est plus j'essaie d'envoyer ma voix et de montrer comme elle est belle. C'était ça un peu mon deuil, avec quelque chose de très égocentrique. Le ténor, le jeune homme, etc. Maintenant, c'est plus ça. C'est vraiment, je rayonne et j'essaie de trouver toutes les harmoniques comme si mon crâne, les résonateurs de mon crâne et de mon corps sont des bols tibétains. Et j'essaye vraiment juste de faire résonner sans aucun effort. C'est un bain d'harmonique aussi pour les gens qui viennent. C'est un bain de forêt et aussi un bain d'harmonique. Et ils ressentent les zing, zing, zing. Voilà, les harmoniques lumineuses ou rondes selon leurs besoins. Pour moi, je le vis consciemment de cette manière-là. Donc on peut parler de guérison, on peut parler de bien-être qui est procuré à travers ça, et on ne sait pas, on peut même pas trop le définir rationnellement, mais il y a quelque chose qui en résulte qui est d'une ouverture. Oui, tout à fait. Ben, ça commence à être prouvé scientifiquement, hein, toutes ces histoires de musicothérapie, d'harmonique, de fréquence. Et puis, évidemment, la sylvothérapie, avec tout ce qui s'est fait au Japon et dont tout le monde a entendu parler maintenant. Aux États-Unis, il y a quelques études, en Australie aussi. En France, on commence. Là, comme je te disais, j'ai fondé une association il y a un mois avec un médecin du CHU de Nantes. Bien. Ça va devenir sérieux, ces ponts-là. Et avec un humanitaire, un ancien directeur de l'UNICEF. On est 3 fondateurs et on crée ce projet pour donner de la crédibilité à ces démarches-là. Et donc, tous les dermatos du CHU de Nantes, là, on est une quinzaine là maintenant, il y a une semaine. Ben voilà, on va créer nos premières journées de cure forestière en France. Ça va être assez nouveau et on veut créer un centre de cure forestière comme il existe au Japon. Voilà, c'est en marche. Ouais, donc je suppose qu'en plus de ces cures forestières, là on parle de champs, mais une alimentation, une ouverture, il y a des choses des blocages qui s'ouvrent aussi. Enfin, après, il y a toute une partie thérapeutique peut-être, un accompagnement qui est nécessaire en plus. Complètement. Mais ça vient, là on regroupe nos connaissances avec le docteur Chavigny, là, qui est le fondateur. Lui, il avait déjà créé des journées vivre acteur de sa santé. Ouais, bien. Il responsabilise les personnes dans cette démarche de guérison, et non pas la passivité telle qu'on la connaît fréquemment avec l'allopathie. Et voilà, donc c'est des démarches qui se rencontrent ensemble en termes de responsabilisation du patient. C'est formidable. On a eu des enfants en immersion atteints d'eczéma pendant un week-end, par exemple, dans une forêt en Mayenne. Il a vraiment fait l'observation que les crises de grattage étaient beaucoup moins nombreuses. 2 parmi les enfants n'ont plus du tout d'eczéma depuis ce moment-là. C'était une révélation pour ces enfants. J'emmène des personnes au pied des Douglas. J'aime beaucoup ces Douglas. Pour moi, c'est des maîtres guérisseurs. Ils ont des effluves américaines, etc. Et il y en a beaucoup en France. Et des maux de tête. Tout ce qui est la zone ORL, une heure de méditation, de respiration sur les racines d'un Douglas. Je constate que plein de personnes guérissent. Ça refait circuler ce qui stagnait. Et voilà, non plus mal aux têtes, ou mal à la tête, ou des acouphènes aussi qui s'atténuent, des choses comme ça. Tu leur donnes des noms, tu nous encourages dans ton livre Les 12 sagesses des arbres à leur donner éventuellement un nom, si ça vient. Toi, tu l'as nommé Doug. Oui, pas forcément. C'était peut-être encore une tentative de m'approprier quelque chose. Peut-être il n'y a même pas besoin de ça. Ouais. C'est vraiment comme chacun le sent. Si c'est là où on en est, on a peut-être besoin d'avoir de donner un nom à un compagnon comme ça, ou pas. C'est vraiment... Ouais, d'emmener un petit carnet de notes, peut-être des informations arrivent là aussi quand on est au contact des arbres. Oui, tout à fait, oui. Ben, carnet de notes, la créativité aussi. Pour moi, on contacte
le vivant en soi, le divin en soi, quand on est créatif. Alors, je vais proposer des ateliers d'écriture en forêt, sous les arbres. On va prendre le temps. Des cours de chant en forêt. Il y aura toutes ces activités dans la nouvelle asso. Ouais. Quand tu parles de la voix, au niveau de la voix par exemple, je me rappelle d'avoir interviewé Marianne Sébastien qui elle aussi est cantatrice, hein, qui fait beaucoup d'exercices comme ça avec un bouchon en liège notamment où elle nous fait chanter et sortir. Est-ce que tu encourages tes participants à eux aussi chanter ou c'est vraiment que toi? Et est-ce que tu as des exercices comme ça pour nous aider à ouvrir la voix ou si toi-même là tu te sens d'ouvrir ta voix et de chanter s'il te plaît? J'avais un peu prévu le coup. J'avais rien dit avant, hein, je vous jure mes délicieux co-créateurs, ça vient spontanément. Non, ben, c'est toujours participatif, c'est-à-dire qu'effectivement, j'emmène les gens dans les bains des harmoniques de ma voix, mais aussi chacun vient explorer sa vibration sonore. C'est pour moi une autre voie de passage pour se ressentir vivant, vibrant dans l'instant. Et d'abord, ça commence par justement, je parle du son le plus fragile, le soupir de « oh, c'est bon », et de vraiment juste faire sentir que ça vibre de partout quand on fait un son, mais juste un de faire circuler, de mettre les mains sur la cage thoracique, et ici de sentir que ça vibre de partout. Et que voilà, on active le vivant quand on fait ça. Et progressivement, sur cette douceur-là, sur un soupir en fait, c'est un soupir sonore chanté. C'est pas on va pousser musculairement. Donc c'est vraiment ah, ah, ah. J'ai toute ma puissance en faisant un soupir, en faisant ça. À la place de je vais essayer de chanter avec la force, etc. C'est vraiment, on démarre sur de la douceur avec soi-même. C'est que de la douceur qui peut devenir puissance, mais voilà, ça reste de la douceur quelque part. Et voilà, beaucoup d'exercices. Souvent, on s'appuie sur un arbre pour se donner confiance par rapport à la voix. Le dos, par exemple, souvent. Venir respirer en contact avec le dos et l'arbre. Voilà, ce genre d'exercice c'est un relâchement chanté, en fait. Une détente tonique, mais une détente. Et des fois, il y a des émotions qui traversent le chant. Comment il peut être totalement neutre? Oui, c'est relié aux émotions. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui tout d'un coup, il y a des colères qui apparaissent. C'est le moment en forêt de libérer tout ça. Oui, il n'y a pas de voisins comme là, parce que les voisins, ils doivent être contents. Hein. En général, ils étaient contents d'avoir un ténor. J'ai rarement eu des problèmes. Puis j'ai été respectueux. Ouais. Mais non, en forêt, c'est l'occasion. C'est vraiment de la thérapie. Moi, c'est très simple, et je le conseille aux personnes qui ont déjà fait un certain chemin. Tiens, je sens une émotion aujourd'hui. Ou mon corps, il y a une douleur. Bon, c'est peut-être mécanique, mais c'est peut-être une émotion qui se manifeste. Donc je viens respirer avec cette émotion au pied d'un arbre. Et voyons ce qui se passe. Et là, elle se sent reconnue et elle peut s'exprimer. Et voilà, et c'est l'occasion d'aller hurler sa colère en forêt, accompagnée par ces arbres. Ou de la tristesse et de pleurer. Et du coup, ça se fait tout de suite. C'est une hygiène de vie où on apprend à gérer les émotions accompagnées par les arbres. Ça, c'est un outil exceptionnel. Pas besoin d'aller très loin dans le coup, parce que tu es parti dans l'Himalaya ou au Canada, mais on peut le faire chez nous dans un parc. Après, il y a des terres qui sont quand même plus ou moins vibrantes, non? Oui, tu as tout à fait raison. Et en même temps, c'est vrai que moi, j'ai eu besoin de mettre de la distance avec mon histoire pour pouvoir me décoller de ces identifiants. Donc, mon chemin passait par là. Mais peut-être que certaines personnes peuvent trouver cette distance-là, en étant accompagnées d'ailleurs, peut-être par des personnes qui ont déjà fait ces cheminements, pour trouver cette distance sans avoir besoin, effectivement, d'aller à Katmandou ou à l'Everest ou même chez les Amérindiens. C'est vraiment... je crois qu'il y a quelque chose qui peut se vivre partout et que c'est le temps aussi en Occident d'amener ce que d'autres cultures connaissent et ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce que ces cultures ont gardé. Tu vois, pour moi, dans la nouvelle association, il y a quelque chose qui est vraiment important. Il y a un côté humanitaire où je souhaite rencontrer les enfants qui vivent à proximité des forêts et de reconnaître que leur chant et leur parole a de la valeur. Même les enfants les plus démunis que j'ai rencontrés au Burundi en décembre, c'était de la joie de vivre pure alors que c'était le pays le plus pauvre du monde. Et j'ai envie, dans le prochain projet, qu'on aille reconnaître ce chant. Et avec tous ces chants recueillis au Népal, au Burundi, en Amérique du Nord, chez les Amérindiens et en France, il y a une œuvre d'opéra qui va être créée avec Angélante Opéra. Et peut-être le Festival des Trois Continents, etc. Et surtout, que les dons suscités par ça leur reviennent pour aussi une reconnaissance
non pas sur nous, notre civilisation qu'on amène, mais vos besoins, vos projets, la préservation de votre culture. Vous marchez pieds nus sur la terre, c'est vous qui avez raison. Et nous, avec nos chaussures déconnectées du sol, quelque part, pour moi, c'est ça de la valeur qui vous êtes. Et c'est pas nous qui arrivons avec la civilisation. Ça, c'est vraiment important. C'est ce temps pour moi de ce retour-là, de ce partage. Ouais. Au niveau de l'enracinement des racines de l'arbre, on peut se reconnecter aussi aux racines. Je Oui. veux dire, parce que des fois, on se sent un petit peu avec tout ce qui se passe. Ils ont l'habitude de l'inattendu, tu nous dis. Hein. Oui. Dire, comment traverser ces temps-là un peu incertains. Est-ce qu'il y a des exercices particulièrement avec leurs racines ou autres à faire? C'est très simple. Pour moi, dans chaque rando lyrique ou sylvothérapie, séance, surtout avant même de rencontrer les arbres, c'est séance d'ancrage. Pieds nus. Pieds nus, si c'est possible, sauf si c'est très mouillé et qu'on va prendre froid. Et encore, même s'il y a de la boue, voilà, c'est ce contact-là. C'est même un plaisir de gosse, ça. Ouais. Pieds nus dans la boue. Quelque part, on retrouve ça. Et puis, premier exercice d'ancrage, il y a plein de façons de le faire. Et quand c'est possible, quand tu sais, les racines sont traçantes, donc elles affleurent sur le chemin, autour de l'arbre. Et Douglas, on sait quelquefois. Là, on pose nos pieds sur les racines de ces êtres vivants extrêmement puissants. Et l'ancrage se fait comme ça. On sent presque nos racines à nous qui s'enlacent avec les racines de l'arbre et de la forêt du monde tout entier. Wow, là, déjà, ça installe quelque chose. Dans l'instant, un espace immense qui peut accueillir tout ce qui se révèle dans l'instant. Donc, c'est vraiment... Et ça se fait en 5 minutes, ça. Ça, vraiment, il suffit de le pratiquer, peut-être en étant accompagné au début. Mais en 5 minutes, on peut se relier à quelque chose, à un espace immense. Grâce aux arbres et à leurs racines, effectivement. J'avais une dernière petite question par rapport au maître des lieux. Souvent, on parle dans un certain endroit ou des lieux où il peut y avoir un arbre un peu plus pas dominant sur les autres, parce que je pense pas qu'ils sont dans cette fréquence-là, mais il y a quand même quelqu'un, quand on change de maison ou quand on va sur un nouveau lieu à qui s'adresser, c'est important d'honorer cet arbre-là qui est là et qu'on ressent qui est important dans la situation. C'est pas le bon mot, Oui. mais tu vois. Oui, complètement. Oui, celui-là, on le remarque souvent en premier. Hein, il est là, c'est le gardien d'un endroit, c'est le protecteur. Et on sent souvent cette énergie de protection ou c'est cette mémoire incroyable. Et effectivement, ça fait partie du respect on arrive dans une forêt, cet arbre-là, en premier lieu, allez le rencontrer. Je vois pas ça en termes de hiérarchie, je vois ça en termes de grand respect, simplement. Je te reconnais dans qui tu es, en fait, simplement. Et dans cette conscience du vivant qui s'incarne de cette manière en toi. Et tu es une mémoire, et je suis très humble par rapport à toi. Ça met aussi en relation d'humilité quand on est face à ces gardiens, ceux qu'on ressent comme des pachydermes, dans le bon sens, ces gardiens du monde, du vivant sur Terre, en fait. On peut parler de grands frères, de guides, de grands maîtres. De grands maîtres, de grands frères, de grands-pères, c'est pareil, encore une fois, chacun ce qu'il ressent par rapport à ces êtres incroyables. Tu vois, il me vient un moment exceptionnel d'un enfant qui venait de perdre sa maman. C'était avec une classe et à un moment donné, je dis à tout le monde, écoutez les enfants, vous savez, vous pouvez tout dire aux arbres. Vous pouvez même dire les secrets que vous ne pouvez pas dire aux adultes. Et j'ai vu à un moment donné ce petit garçon aller vers son arbre qu'il avait pratiqué. Et les yeux fermés, parler. On s'est tous mis nous à pleurer, on était à certaines distances. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais, on parle de thérapie là. Là, et sur des choses, voilà, il avait enfin un outil pour extérioriser quelque chose. Ouais. Là, pour moi, là, ça donne tout son sens à ce que j'ai envie de partager maintenant. Donc le livre, si on veut te lire, c'est déjà les 12 sagesses des arbres. Et puis en décembre, on a un autre qui sort sur la sylvothérapie, chez Le Duc. C'est Le Duc qui devrait s'appeler Une sylvothérapie à pleine voix. Ah, super, donc ce sera l'occasion peut-être d'en refaire une. Et puis on te retrouve sur ton site, tu as plusieurs sites, si tu veux bien nous rappeler, même si je les mentionnerai en dessous de la vidéo, pour te retrouver et faire des bains de forêt ou autre avec toi d'ailleurs. Oui, alors c'est principalement dans la région nantaise, la forêt du Gavre. Donc c'est randolyrique.com dans le site actuel. Et puis le nouveau site de l'association, où là il y aura des activités dans tous les sens, toutes les semaines, et un centre, on espère bientôt, sylvalyrique.org. randolyrique.com, sylvalyrique.org. Ouais, je vais mettre ces liens en dessous de la vidéo. Je te remercie beaucoup pour cette délicieuse interview, pour ces conseils. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, merci.